Bonjour Raphaël Confiant. Bonjour Barbara. On se retrouve, on continue en fait notre découverte de ton œuvre. Alors, première partie, on a beaucoup parlé de créole. Là, dans cette deuxième partie, cette deuxième émission à cœur ouvert, je voudrais qu'on parle de ton dernier roman, donc Barbès Creole Blues. Barbès Creole Blues, c'est un roman, un texte qui nous plonge dans un contexte particulier, celui des années 60, en France. Donc celui des années 60, des années Bumidum, pour nous les Antillais, mais celui des années 60, ce contexte, c'est les indépendances aussi. C'est sur la fin de la décennie, mai 68. Et alors, il y a ce groupe, les loustiques, avec un certain nombre de personnages dont tu vas nous parler, parce que certains, je me suis dit, mais où est-il? Qui est-il? Où est Raphaël Confiant parmi cette galerie de portraits, Boris notamment, Michel, etc. Alors, on parlait dans la première partie des points de départ et de ton œuvre, en fait, d'historien, finalement. Là, on est au cœur de cette démarche-là. C'est le Bumidum. Pourquoi le Bumidum? Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a quasiment pas d'œuvre de fiction qui parle de cette expérience quand même douloureuse qu'a été, à partir des années 60, l'émigration des Antillais en France. À part Madame Ega, Françoise Ega, il y a peu de livres, parce qu'il y a eu des documentaires. Il y a eu beaucoup de documentaires, oui, d'ouvrages sociologiques, démographiques, etc., même psychologiques, mais il n'y a pas eu d'œuvre de fiction. Et je me suis dit, mais c'est pas normal que cette part de nous-mêmes, parce que l'émigration fait partie de nous, c'est une partie éclatée, notre mémoire est une mémoire éclatée. Nos grands-parents qui sont allés construire le canal de Panama, ils font partie de notre mémoire. Nos grands-parents qui ont fui Saint-Pierre et qui ont allé construire la ville, qui sont allés construire la ville de Rémy-au-Montjoly en Guyane, ils font partie de notre mémoire. Donc nous sommes un peuple avec une mémoire éclatée. Oui, diaspora d'ailleurs. Voilà. Oui. Et donc, je me suis dit, mais il faut, surtout que... Tu as connu ce moment-là. J'ai connu cette période. Tu étais étudiant. J'étais étudiant, c'est-à-dire que je n'étais pas conscient à l'époque qu'il y avait deux populations antillaises en France. En fait, nous, entre guillemets, les petits bourgeois, qui venions faire nos études, et puis toute une population ouvrière, ou alors de la petite fonction publique, des agents de police, des infirmiers, des aides-soignants, et tous ces gens, qui quand même vivaient dans des conditions plus terribles que nous. Bien sûr. Et bon, alors, quand j'ai pris conscience de cette chose, je m'en suis détourné, en fait, quand j'étais étudiant. J'ai oublié, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Et par une espèce de remords tardif, je dirais, d'où la publication de ce livre, je me suis dit, mais c'est quand même pas possible, parce que je fais des livres sur tout et n'importe quoi. J'exagère. Pas n'importe quoi. Et pas sur cette partie de nous-mêmes, parce qu'il y a quand même 800 000 Guadeloupéens et Martiniquais en France. C'est énorme, c'est-à-dire autant que chez nous. Celui auquel j'ai dédié mon roman, Alain Ancelin, qui est un grand anthropologue, il a écrit un livre qui s'appelle La troisième île. C'est-à-dire que pour lui, il y a Guadeloupe, Martinique, mais il y a une troisième île qui est l'immigration en France. Donc bon. Et c'est une découverte, en fait, parce que donc, je parlais de cette galerie de portraits. Donc il y a Boris. Oui. Il y a Antoine Saint-Jean, qui est sympathique, Antoine Saint-Jean. C'est le révolutionnaire, qui cherche une révolution à faire, qui ne comprend pas, qui comprend, qui parle. Alors, c'est lui qui nous donne finalement les classes. Il nous parle de prolétariat, de lumpen prolétariat. Voilà. Il y a Boris Girardin, et puis il y a, je l'ai dit, Michel Daverny. Alors, moi, j'ai hésité. Alors, ça, c'est les loustiques, avec leurs copines. Et puis, il y a aussi le Touba blanc. Oui. C'est ça, c'est comme ça qu'on appelle. Voilà. Et Hubert, le Toubab Hubert, qui se prend pour un Sénégalais. Voilà. Et puis, il y a Émilienne. Émilienne, et je veux lire cet extrait, page 11. La fleur ricane, exulte, se plaît parfois à furibonder. Ses yeux sont des lucioles presque éteintes. Elle s'arroge, combat de haute lutte et quotidien contre ses consoeurs gauloises et mauresques, 30 pas de trottoir qu'elle arpente en toute saison, stoïque, héroïque même, quand l'hiver qu'elle juge scélérat envers sa race chagrine le monde. Émilienne, la voilà arpentant le trottoir de Barbès. Elle est
péripatéticienne. Et en fait, le livre est dense. Parfois, on peut se perdre parce qu'il y a le roman de l'égaré, le roman dans le roman. D'où vient cette idée-là aussi? Et puis je repose ma question du début. Où te trouves-tu entre Boris et Michel Davernier? Michel Davernier étant un écrivain qui finit par être publié. Parce que tu es entre ces deux-là, non? Je ne suis aucun des personnages, et tous à la fois. D'accord. C'est-à-dire que c'est des gens que j'ai pu fréquenter lorsque j'étais étudiant, mais c'est aussi mon expérience personnelle. Mais ce n'est pas du tout, faut pas chercher, c'est pas un roman à clé. C'est-à-dire que Boris ne représente pas quelqu'un de particulier. C'est l'atmosphère étudiante de Paris dans les années 70 et aussi cette découverte terrible. Je me rappelle que la première fois où je suis arrivé à Paris, quelques jours après, donc c'est 1970, des amis étudiants plus anciens que moi m'emmènent à Barbès et je vois un tas de femmes debout sur le trottoir en train de parler créole, côte vêtue et tout. Je dis, mais c'est quoi? Parce qu'en Martinique, il n'y avait pas ça à l'époque. Hein. Et ils me disent, malheureusement, c'est des Antillaises qui font de la prostitution. Alors, ça a été un choc parce que, bon, pour nous, le bimidum, c'est aller en France pour une meilleure existence. C'est ce qu'ils croyaient. Voilà, pour être infirmier, pour être facteur, employé des PTT, ouvrier, etc. Parce qu'il y a eu l'effondrement, justement, de l'économie sucrière qui a fait que, bon, ces gens étaient obligés de partir. Mais je n'ai jamais imaginé. Et d'ailleurs, c'est un tabou. Oui. C'est un tabou, c'est-à-dire que dans la communauté antillaise, on en parlait très peu. Autant les autres communautés maghrébines, arabes, africaines n'ont pas de souci à dénoncer cette chose. Chez nous, ça n'a jamais été dénoncé. Oui. Mais moi, je les ai vus de mes yeux vus. Et alors, la galerie de portraits, elle est complétée, si je parle aussi des autres membres des autres communautés. Oui. Hugo, le croate, oui. Il y a aussi Zoubida. Oui. Donc, ce sont des gens qui se croisent. Et puis, il y a aussi le Vert Galant, le tenancier du Vert Galant. Donc, c'est une galerie de portraits, une forme de microcosme dans Barbès, où les gens se croisent, où finalement les misères aussi. Ah oui, toutes les misères. C'est-à-dire que ce quartier, c'était le quartier des réfugiés. Pas seulement des réfugiés des anciennes colonies, mais des réfugiés d'Europe de l'Est, des réfugiés des Juifs de partout, quoi. Hein. Et donc, une espèce de microcosme qui reflétait bien, dans ces années 70, 60-70, qui reflétait bien ce que sont devenus plus tard ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers. C'est-à-dire qu'à l'époque, les Français de souche, entre guillemets, n'avaient pas encore conscience. Ils pensaient que ces immigrés étaient de passage. Oui. Ils venaient, ils allaient travailler à l'usine Renault, ils faisaient ça, mais qu'ils allaient... D'ailleurs, même les Antillais pensaient qu'ils reviendraient. C'est-à-dire que dans la communauté antillaise, pendant très longtemps, les bumidomiens, entre guillemets, ont caressé le rêve de revenir au pays. Oui. Mais dans la réalité, c'était quoi? Ils revenaient à la retraite. Oui. Parce que quand vous êtes en France, vous avez un boulot, vous achetez un appartement, vos enfants, vous faites des enfants, ils sont scolarisés, comment vous allez faire? Du jour au lendemain, vous n'allez pas dire je laisse tout tomber et je rentre en Martinique. Donc en fait, ils ont nourri un rêve qui ne s'est jamais réalisé, sauf pour certains d'entre eux. Mais pour la masse d'entre eux, non, sinon il ne serait pas 800 000 aujourd'hui. Et alors, le sort des femmes, la situation des femmes n'est pas enviable. Toutes les femmes, presque toutes les femmes dans le livre, voilà, sont dans cette misère, en fait. Cette misère, elles sont dominées, elles sont prostituées, comme Émilienne. Myrtha fait le récit effectivement d'un rêve qui ne s'est pas réalisé aussi. C'est-à-dire que comme c'est une société, la société martiniquaise était une société coloniale, donc ces femmes venaient d'une société coloniale où la femme est déjà dominée, et elles arrivent dans une société patriarcale. Donc il y a le patriarcat français plus l'esprit colonial des Antilles. Donc la femme, évidemment, elle n'avait pas le beau rôle dans cette affaire. Et quand on lit le livre de Françoise Égard, on se rend compte d'un courage extraordinaire. C'est-à-dire que quand on se lit, on se dit, mais ces femmes-là, elles avaient plus de courage que les hommes.
Parce que les hommes étaient quand même dans une société patriarcale. Oui. Et ils pouvaient, disons, se déresponsabiliser plus facilement. C'est-à-dire que la femme, si elle a 1 ou 2 enfants, elle est obligée de s'en occuper. Bien sûr. Tandis que l'antillais volage, il a fait un enfant là, l'autre là, et puis bon, il se tire, il disparaît. Donc toute la souffrance reposait sur elle, en fait. Dans ce groupe, donc tu dis, c'est un groupe, les loustiques, là, c'est des petits bourgeois. Oui. Et tu as dit tout à l'heure, donc, tu n'es pas un de ces personnages, mais tu es tous les personnages. Donc, toi, tu as conscience politique. Parce qu'à la fin, d'ailleurs, Boris doit écrire le roman de l'Égaré, mais il n'a pas tout compris. Et il finit par comprendre. On ne va pas dire comment ça se dénoue. Oui. Il finit par comprendre. Peut-être qu'il a mauvaise conscience, mais il comprend enfin. Ta conscience politique est née quand? Ma conscience politique est née Parce que tu es indépendantiste. quand j'ai fini mon diplôme de sciences politiques à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. J'ai eu une bourse pour faire la préparation au concours d'entrée à l'ENA. C'était pas donné à tout le monde, mais aux 3 premiers de chaque promotion. Et je l'ai utilisé de septembre à février. Et en février, je suis parti en Algérie, aux grandes dames de mon père, qui disait à tout le monde, mon fils est parti faire préfet. et donc, à partir de ce moment-là, je change de trajectoire complètement. Je rencontre Daniel Boukman, je rencontre tous ces gens. Puis c'est l'époque de l'Algérie triomphante du président Boumedienne et de Myriam Makeba qui venait chanter régulièrement, d'Amilcar Cabral, le chef de la révolution de Guinée-Bissau, qui disait « Quand on est musulman, on va à la Mecque. Quand on est révolutionnaire, on va à Alger. » Donc il y a eu tout ce rêve qu'aux côtés d'autres Martiniquais, notamment le Boukman, que j'ai nourri et qui m'a profondément marqué. C'est-à-dire que quand vous vivez dans un pays comme cela, en pleine révolution, vous ne pouvez pas être indifférent, ce n'est pas possible. Et donc ça m'a jusqu'à aujourd'hui, j'ai une affection particulière pour l'Algérie, très forte. Et tu es indépendantiste? C'est-à-dire que moi, je respecte le choix du peuple martiniquais. Entre ce que moi, je veux et le peuple martiniquais, je comprends que le peuple martiniquais ne veuille pas prendre son entière indépendance, couper complètement avec la France, quand il voit ce qui se passe dans le reste de la Caraïbe. Je comprends ça parfaitement. Mon père était un gaulliste tout à fait attaché à la France. Et les gens comprennent mal l'indépendantisme. Ils croient qu'indépendantisme, ça veut dire détester la France. Détester, non, pas du tout. Indépendantisme signifie qu'à un moment ou un autre, le Martiniquais doit s'assumer lui-même en amitié avec la France. Est-ce que Barbade est l'ennemi de l'Angleterre? Est-ce qu'un Barbadien est ennemi des Anglais? Quelqu'un de Santo Domingo est ennemi de l'Espagne? Non. Or, nous sommes dans cette idée absurde que si nous nous assumons complètement, ça veut dire qu'on tourne le dos complètement. Alors, le tort vient aussi de nous. Hein. Beaucoup de mouvements militants, par leur extrémisme verbal, ont enfoncé cette idée dans la tête des Martiniquais. Mais c'est pour ça que c'est très difficile de changer les choses. Mais je crois qu'il y a des points de non-retour dans l'histoire, des moments de non-retour. Glissant disait la Martinique est en proie à un processus d'hawaïsation. Il parlait des îles Hawaï dans le Pacifique, où est né Barack Obama d'ailleurs. Il disait, regardez Hawaï, ces gens sont restés avec les Américains, ils n'ont jamais voulu, comme les autres îles du Pacifique, prendre leur indépendance, et maintenant c'est trop tard, c'est fini. Ils sont définitivement américains. Je me demande si nous ne sommes pas dans un processus d'hawaïsation. C'est-à-dire que, bon, est-ce que les carottes, vulgairement, on pourrait dire les carottes sont cuites? Je ne veux pas désespérer Volga Flash, comme d'autres désespéraient Billancourt, mais des fois, il faut être réaliste.
C'est-à-dire que quand je regarde la société martiniquaise, si là, aujourd'hui, il y a un référendum sur l'indépendance, 95% des gens vont dire non. Donc moi, je respecte cela. La suite pour toi, c'est quoi, Raphaël Confiant? Mais je suis l'adage de Fidel Castro. Il disait, les seules personnes qui ne prennent jamais leur retraite, c'est les écrivains et les révolutionnaires. Donc, comme je suis un écrivain, je ne prendrai jamais ma retraite. La suite, c'est la mort. Le plus tard possible, j'espère. Le mot de la fin, ce serait quoi, hein? Ben, le mot de la fin, ça serait qu'il faut lire les auteurs antillais. Parce qu'il y a une grande période où nous avons bénéficié d'un lectorat important. La négritude de Césaire, Glissant, la créolité. Et puis les nouvelles générations n'ont plus ce lectorat. Et moi, ça me désespère parce que tous les 15-20 ans, il y avait un surgissement littéraire antillais. Oui, mais ce n'est pas de la faute, il y a plein de gens qui écrivent. Simplement, les conditions ne sont plus requises, les gens ne lisent plus comme avant, on est branché sur Internet, sur les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement difficile pour un jeune écrivain antillais aujourd'hui d'arriver à s'imposer. Hein. Et ça me chagrine beaucoup. Merci, Raphaël Confiant, auteur de Barbès, Creole Blues, entre autres, mais le dernier, donc dans toutes les librairies. Merci, Raphaël Confiant. C'est moi qui te remercie.